Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Polydomso. Salut! Nous allons commencer par une petite minute de silence pour la crédibilité de La Sueur qui en a pris un coup hier soir. C'est parti. Bien, voilà, on va pouvoir directement... C'était une minute de silence expéditive. On va pouvoir revenir sur l'UFC 226 et le fiasco dans nos pronostics puisque nous avons fait un magnifique 0 sur 5. On commence quand même par le combat qui a déçu beaucoup de personnes et qui est tout simplement incompréhensible. On s'est même fait call-out sur Twitter avec notre pronostic. Alors je vais te le lire, mon cher Polydomso. Attention, les gens n'ont vraiment plus de respect pour nous. De William Pastore, votre Camerounais américain dont vous vantiez une victoire facile n'a peut-être pas le niveau UFC et vous non plus du coup. Bon, je me suis permis déjà de répondre à cette personne sur Twitter, déjà un commentaire assez con, puisque Francis Ngannou est franco-camerounais et pas camerounais-américain. 2, on ne pouvait pas s'attendre du tout à une telle performance, puisque c'est exactement comme si quelqu'un t'avait dit, mon cher William Pastore, que l'Allemagne allait se faire sortir au premier tour de la Coupe du Monde. Si tu suis un petit peu le football et que tu regardes les résultats précédents, tu ne peux pas du tout t'attendre à ça. Et finalement, c'est pas un Francis Ngannou qui a été battu finalement par Derrick Lewis, mais c'est qu'il y a eu une non-performance des deux côtés, parce que Lewis non plus était absolument pas satisfait de sa victoire. Ouais, en fait, ce qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir été un peu trop catégorique et d'avoir en fait tablé notre pronostic sur les performances précédentes de Ngannou. Et en fait, c'est vrai que si on avait eu le Ngannou, on va dire pré-Stipe Miocic contre Derrick Lewis, le combat n'aurait sûrement pas eu en fait cette apparence-là. Là, on a vraiment en fait l'impression soit qu'il était blessé, parce qu'on n'a pas les informations vu qu'il n'a pas donné d'entretien après le combat. Donc soit il était blessé, soit en fait il n'a pas du tout récupéré finalement du combat contre Stipe Miocic. Et il est dans une phase psychologique, en fait, on va dire, de doute, quoi. Et c'est un peu l'impression que ça donnait, en fait, contre Derrick Lewis, parce qu'il refusait absolument l'engagement. Il hésitait, et puis et même les rares moments où il a déclenché ses actions, il était beaucoup trop pâteau, en fait, dans sa façon de déclencher ses actions. Et on peut se demander s'il n'hésitait pas, ou s'il avait peut-être une crainte. Peut-être qu'il avait trop peur justement d'enchaîner 2 défaites et du coup ça a fait une prophétie autoréalisatrice. Enfin, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs et les reins et on ne sait pas en fait quels étaient. Mais c'est clair que là c'est plus Ngannou qui a perdu le combat que Derrick Lewis qui l'a gagné en fait. C'est une contre-performance totale quoi. Sachant qu'après 3 rounds, il y a eu seulement 31 coups donnés, donc 11 pour Francis, 20 pour Derrick Lewis, donc c'était vraiment un combat difficile à regarder. Et puis Dana White, donc le président de l'UFC, qui est jamais le dernier pour enfoncer ses combattants quand ils sont un peu dans le doute, qui en conférence de presse a dit que Francis Ngannou finalement c'était son ego qui avait un peu fait exploser Francis, qu'il avait eu des problèmes avec Francis et que Francis avait eu des problèmes avec le staff de l'UFC et qui aujourd'hui finalement va devoir Francis régler ce problème-là. Et Joe Rogan qui disait aussi qu'à Francis n'avait plus besoin finalement de cornerman mais bien d'un psychologue du sport. C'est possible. Encore une fois, moi j'aimerais en fait avoir un retour d'Ngannou avant de me prononcer, de savoir ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'il s'est pété quelque chose, peut-être qu'il y avait une raison, on va dire, médicale à cette contre-performance, ou alors peut-être il va tout simplement admettre qu'il avait une crainte ou une appréhension particulière. L'impression que donnait en fait le combat, et je le prends avec d'énormes pincettes parce que ça va être très délicat d'en parler comme ça, parce que bon, voilà quoi, moi je suis pas du tout un combattant et tout, donc c'est pas du tout un manque de respect. Mais l'impression que donnait la performance d'Ngannou, c'était de l'appréhension. Il avait une crainte en fait de s'engager. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes le combat, moi je l'ai maté 2 fois. Je me suis infligé le truc 2 fois quand même, parce que je comprenais pas en fait comment ça s'était passé. Tu vois. Et en fait, quand tu regardes le combat, il y a un premier accrochage au début. Derrick Lewis envoie un middle kick et ensuite fait envoie un crochet du même bras en fait. Et Ngannou se le prend mais flush en fait. Et à partir de ce moment-là, il n'engage plus en fait. Il n'engage plus. Il attend, il déclenche ses actions 2 secondes trop tard ou beaucoup trop loin. Et donc peut-être, c'est juste une supposition, peut-être qu'il a eu peur en fait. Des peurs, pas dans le sens j'ai peur, oh là là, j'ai peur de Derrick Lewis, mais tu sais, la crainte de se manger un KO. C'est ça. De se dire, putain,
d'une part je me fais dominer par Stipe Miocic, si en plus je me prends un KO, tu vois. Et le problème en fait de Ngannou, c'est comme beaucoup de combattants qui sont un peu dans le même type de Ngannou, c'est-à-dire des gens qui ont des attributs physiques exceptionnels et qui sont très forts et pas forcément les plus techniques, mais qui sont très imposants. C'est des combattants qui fonctionnent beaucoup sur leur propre confiance et sur la crainte qu'ils suscitent chez l'adversaire, en fait. À partir du moment où Ngannou n'est plus invincible, en fait, à partir du moment où il a été montré qu'on pouvait en fait le contrer ou même survivre tout simplement, la confiance d'Ngannou peut-être s'effrite. Et le problème, c'est que s'il n'est pas confiant, comme il n'est pas, si tu veux, suffisamment techniquement évolué pour compenser en fait un manque de confiance, tu vois, il risque de donner ce genre de prestations, quoi. Donc, de performance plutôt, de contre-performance. Donc, j'espère que ça va pas durer, que c'est juste passager. Il y a peut-être un truc qui est rassurant, c'est que tout le dernier moment, il a réussi son takedown sur Lewis. Ouais. Et peut-être il s'est dit merde, si j'avais déclenché ça plus tôt, j'aurais peut-être eu une opportunité. Parce que c'est vrai, moi je pense que pendant tout le combat, Lewis, parce que lui pour le coup avait vraiment un problème physique, était incapable de faire quelque chose. Ouais. Il pouvait rien faire, Lewis. Il pouvait rien faire. Et donc en fait, c'est vraiment si le combat était chiant, regardable et tout, là pour le coup c'est le fait de Ngannou, absolument c'est le fait de Ngannou. Et donc oui, donc comme on l'a dit, peut-être aussi qu'il y a eu il a peut-être été touché par tout ce qu'il y a eu post combat contre Miocic, parce que c'est vrai qu'il apparaissait comme invincible. L'UFC l'avait mis en avant comme le futur champion déjà. Il y a eu 5 rounds où il a été nettement dominé à partir du deuxième. Et puis là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu la réponse qu'on attendait. Par rapport à ce qu'il y avait eu de Francis avant, on ne pouvait pas du tout s'attendre à ce genre de performance. Il ne s'est toujours pas exprimé, d'autant plus que même ses cornermen à la fin du deuxième round, enfin entre le deuxième et le troisième, il disait maintenant Francis, c'est le moment d'y aller, tu perds peut-être les 2 premiers rounds, donc là va falloir lâcher les chevaux, et c'est vrai que c'est pas arrivé, donc peut-être comme tu dis, il y a peut-être eu aussi un problème physique de la part de Francis, parce qu'en tout cas, cette performance, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la suite, parce on n'a pas du tout eu de réponse en fait, par rapport à ce qu'il y avait eu contre Stipe Miocic, et au contraire là on est plutôt plus inquiet pour la suite. Moi je pense que c'était objectif, enfin c'est le pire scénario possible pour Ngannou, ce qu'il doit faire là comme défaite, parce que s'il avait perdu par KO pour un truc comme ça, on peut s'en relever de ça, tu vois. Enfin il est jeune encore, il y a encore beaucoup à faire en fait, et en plus la catégorie est quasiment inexistante, sans parler du fait que DC en fait a rebattu totalement les cartes de la catégorie poids lourd. Donc en fait, ça aurait pas été grave s'il avait perdu par KO ou par soumission. Tu vois, mais là, en fait, dans la tête des gens, l'impression que ça donne, c'est que clairement, en fait, l'impression qu'il a donnée pour ce combat-là, je prends ce combat-là, c'est qu'il n'était pas fait en fait pour ce métier, tu vois. Enfin, c'est terrible, tu vois, mais moi je regarde sur beaucoup de forums et tout, c'est la principale critique qui revient, c'est genre mais pourquoi tu restes à combattre si t'as pas envie de combattre? En gros, c'est ce que les gens disent. Les gens ont ressenti, c'est qu'il y avait un manque d'envie terrible, tu vois. Il y a même des gens qui disent, mais peut-être que du coup, il a plus la nécessité ni même l'envie de vouloir s'astreindre, tu vois, ce type de truc-là, parce que il est. Après, encore une fois, c'est faire de la psychologie de comptoir, tu vois, mais il a eu une ascension tellement météoritique, tu vois, que maintenant qu'il est au top, parce qu'il est même s'il n'est pas champion et tout, il s'est extirpé de sa condition sociale, hein, il faut être honnête, peut-être qu'il a plus besoin, en fait, plus envie, plus, tu sais, maintenant, je sais pas, je suis pas dans sa tête, tu vois, je peux pas savoir, mais du coup, c'est au niveau de l'impression laissée sur les fans, c'est très très grave, parce que je pense que une contre-performance comme celle-là, surtout dans un combat qui était attendu comme un burner, tu vois, parce que c'était Derrick Lewis et lui, tu vois, c'est les 2 gros cogneurs de la catégorie. Ça pardonne pas, quoi. Moi, je pense que pour lui, peut-être le combat n'a pas de conséquences dramatiques, parce qu'il n'est peut-être pas blessé, peut-être pas vraiment heurté dans son ego, mais pour son image, on va dire, auprès des fans de l'UFC, c'est une catastrophe. Enfin, moi, Après, bien évidemment, dans tous les cas, cela peut être très vite retourné avec un nouveau KO à son prochain combat. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, après tout ce qui s'était pris à l'UFC 220, là, ça va encore être d'un autre acabit, je pense, et autrement plus violent, parce que c'est vrai que sur les forums, là, depuis hier, les gens sont quand même assez remontés, parce que au-delà de la déception du combat, c'est vrai que tout le monde
attendaient ce combat de pied ferme sur toutes les vidéos teasing de l'UFC. Par exemple, le stare-down à la pesée était 2 fois plus vu que celui de Cormier contre Miocic. Donc la plupart des gens qui ont regardé l'UFC ont regardé l'UFC pour ce combat-là. Donc bon. Et en plus, le truc qui est vraiment, qui rajoute encore plus dans la déception, c'est que le combat avait été promu comme event, quoi. Ouais. C'est-à-dire que on comptait sur Derrick Lewis et Ngannou pour compenser en fait la perte du super common event qu'il y avait déjà Holloway Ortega, quoi. Donc en grosse déception, j'espère que c'est j'espère qu'il y a une raison pour laquelle, on va dire, moi je serais rassuré d'apprendre qu'il est blessé ou que sa préparation s'est mal passée, parce que c'est plus facile de guérir d'une blessure que de guérir d'un trauma psychologique, tu vois. Et j'espère que c'est ça. Sinon, écoute, on peut lui souhaiter que le meilleur et de se reconstruire petit à petit, en espérant qu'il ait un adversaire qui lui permette de reconstruire sa confiance sur ses prochains combats. Mais là, pour le coup, sans vouloir trop se défendre, on pouvait absolument pas prévoir ce type de contre-performance, quoi. Personne ne pouvait prévoir ça. En tout cas, Francis, on est avec toi pour la suite. On va passer au main event, où là encore, la sueur a brillé. Nous prédisions tous un KO expéditif de Stipe Miocic. Eh bien, ce fut l'inverse. Daniel Cormier qui s'impose avec la manière par KO en toute fin de premier round en sortie de clinch sur un espèce de fulgure au point hyper puissant et finition en ground and pound de notre cher Miocic. Mais, comme l'avait dit Polydomso, et c'est évidemment ce qui se passait, Cormier perdait le combat juste avant, mais ce qui a changé, en tout cas moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa capacité à encaisser chez les poids lourds, parce qu'on n'avait pas vu ça, par exemple même contre Volkanos Demir, où il commençait à piocher dans les échanges. Là certes il se faisait toucher, mais d'ici, restait debout, restait vif. Ouais, et puis même, on peut souligner que son pouvoir de KO a augmenté en fait en passant chez le lourd, parce que en light heavyweight, Cormier il n'a pas ce pouvoir de KO. C'est-à-dire, il y a plusieurs fois où il touche des gens, il est explosif, mais il n'est pas capable de mettre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mis quelqu'un KO en light heavyweight, tu vois. Tu prends par exemple John Jones, il l'avait touché plusieurs fois au clinch de la même manière, il l'a pas mis KO, même s'il l'a secoué, tu vois, mais il n'a pas mis KO. Donc soit ça dit que Cormier est moins puissant en light heavyweight, soit ça dit que John Jones c'est un super menton. Je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Mais en gros, c'était assez impressionnant de voir que en fait, même à 39 ans, en repassant chez les poids lourds de manière assez express, parce que je pense pas qu'il ait pris du muscle fonctionnellement, hein. Je pense qu'il a tout simplement arrêté de cutter son poids. Même il a dû faire des exercices de renforcement évidemment, mais je pense pas qu'il ait qu'il ait eu le temps matériellement de faire une véritable prise de poids en conséquence pour un titre poids lourd. Mais malgré ça, il a quand même augmenté sa résistance physique et augmenté sa puissance de frappe. C'est quand même très intéressant. Alors après, moi je dois avouer que je me suis complètement planté, parce que je pensais vraiment très sincèrement, quand je regardais les informations sur le papier, même sur les derniers combats, que Daniel Cormier allait se ridiculiser dans ce combat. Je maintiens, je vais pas faire le faux cul et dire non, j'ai pas dit ça. Non, moi je l'ai dit, je persiste, et avant le combat, j'étais persuadé que c'était un no-match total cet affrontement. C'est la glorieuse incertitude du sport, et moi je suis plutôt content en fait de voir ça, content pour Cormier, content, un peu triste pour Stipe, mais Stipe il a 34 ans, donc il peut encore se ressaisir dans cette catégorie-là. Après, moi, ce que je constate, c'est que c'est pas vraiment une ombre ou pas vraiment une critique, mais moi, ce que je constate, c'est que ce qui a vraiment marqué le tournant dans le combat, c'est les high poke de Cormier. Oui, c'est vrai. Il y a eu 2 high poke assez violents, et d'ailleurs, le KO est venu du côté où il y avait eu le high poke. Le high poke qui a été fait, c'était l'œil gauche de Stipe, et 3 secondes après, c'était sur du coup la droite de Cormier, donc sur le côté gauche de Stipe. Il l'a pas pu tenir à ce moment-là. Néanmoins, je contiens un peu ce point-là. Cormier avait prévu, je me souviens plus dans quelle interview il avait dit ça, mais il avait prévu que c'est comme ça qu'il comptait en fait surprendre Stipe, à savoir une technique de sortie de clinch, et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc visiblement, c'est quelque chose qu'ils avaient remarqué à l'entraînement à EKA, tu vois, ils avaient dû voir ce défaut dans la défense de Stipe,
Et ils l'ont exploité, et moi je pense que c'est le fruit d'un game plan brillamment exécuté en fait. C'est-à-dire qu'il a cherché le clinch. Oui, dès le début il le cherchait. Hein. Dès le début il le cherchait. Ouais. Et puis il a changé son style, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en poids lourd, il était suffisamment dynamique pour rentrer au clinch en déroulant un jeu d'attaque. Maintenant, je pense qu'il a plus cette explosivité-là. Donc ce qu'il fait, c'est un truc qu'il fait depuis 3-4 combats, c'est une espèce de garde un peu avec les bas en avant, comme une momie en fait, tu vois. Et c'est pas très beau à voir, mais ça marche parce qu'en fait, il gêne véritablement le déroulement des techniques de poing de l'adversaire, comme ça, ce qu'il avait fait avec Ozdemir par exemple. Et ça lui permet d'avoir tout de suite une accroche et d'attraper la nuque en fait de l'adversaire et de développer son jeu de dirty boxing, tu vois. Et ça, il l'a fait contre Stipe. En revanche, et là je termine sur ce point-là, j'avais prévu que Stipe serait plus fort au clinch que Cormier, et c'est ce qui s'est avéré, c'est-à-dire Stipe dans les phases de lutte était supérieur à Cormier. Ça n'a pas suffi, mais en tout cas c'était clair. Enfin, oui, en tout cas Stipe, oui, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au fameux KO et les fameux époques qui ont quand même été assez violents, qui gérait quand même ce combat-là. Finalement, il se fait finir incontestablement par KO par DC. DC qui finalement pour l'UFC est en train de suivre le chemin qu'aurait dû emprunter John Jones et qui là maintenant va affronter Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a été ramené à l'UFC, qui est ensuite arrivé au milieu de l'octogone, qui a bousculé DC, qui a insulté tout le monde. Et ce combat-là, qu'est-ce que t'en penses toi ? Moi du coup je suis un peu mal placé pour parler parce que justement je me suis planté sur le pronostic. Je pense que va falloir faire preuve d'humilité. Après d'un point de vue technique ça va être, je pense, une redite de ce qui s'était passé entre Kane et Lesnar, tu vois. Enfin, c'est-à-dire en gros le problème de Brock, c'est que ça a toujours été un combattant de contrôle. Et qui cherche surtout le top control, c'est-à-dire d'être dessus en fait, comme tout lutteur. Mais il n'a pas en fait un travail très très actif une fois qu'il est dessus. Ça s'est vu notamment dans son combat contre Mark Hunt. Il passe rarement les gardes. Quand il le fait, il va juste se contenter de rester en side, c'est-à-dire en garde de côté. Et il va faire des grands endpoints qui ne sont pas vraiment là pour terminer, mais plus pour scorer des points en fait. Exactement. Et même s'il a été capable de terminer les gens au sol, c'est pas la question. Il a par exemple soumis Carwin, il a même mis Frank Mir TKO avec Brandon Tank. Mais c'est pas les mêmes modèles physiques que d'ici. C'est ça aussi, c'est plus le classique poids lourd, donc à savoir le mec qui est quand même taillé vraiment dans le granit et puis qui est quand même beaucoup moins mobile. Et on le rappelle, notre cher Daniel Cormier qui a pour meilleur ami et sparring partner, training partner, Cain Velasquez. Ouais, Cain Velasquez avait vraiment montré qu'on pouvait dépasser Brock Lesnar. En fait. Si on arrivait à survivre aux amener au sol et qu'on arrivait à développer une phase de clinch, de travail en clinch et de travail de grind, on pouvait en fait suffoquer Brock Lesnar et le terminer, et c'est ce qui s'était passé. Donc moi je pense que c'est à peu près une redite en termes de force et faiblesse de ce match-up qui a déjà eu lieu il y a quelques années déjà. Et donc après on peut pas tout prévoir, encore une fois, tout peut arriver, mais du coup c'est un peu ça c'est un peu vers ce type de match dans lequel on se dirige, parce que c'est vrai que le style de Cormier, même si Cormier je le trouvais moins complet debout que Cain Velasquez, mais il a une vitesse de pointe qui est supérieure, mais il est moins complet. Il est à peu près le même modèle finalement que Cain Velasquez, ils combattent d'une manière vraiment très similaire, donc c'est à peu près ça vers quoi on se dirige. Mais en tout cas, ce qui est bien, moi je trouve, c'est que notre cher DC gagne enfin le respect des fans avec cette victoire contre Miocic. Et puis donc là, ensuite il peut rêver parce que DC il ne lui reste vraisemblablement plus que 2 combats puisqu'il a annoncé qu'il prendra sa retraite en mars 2019. Ce serait magnifique d'avoir cette trilogie en poids lourd contre John Jones. Alors après je sais pas quand est-ce que la suspension de Jones non, on sait toujours pas, on devrait le savoir très bientôt. On devrait le savoir bien. Donc sous réserve en fait de cette nouvelle là. Après c'est sûr que c'est gagnant pour l'UFC je pense ce match-up là. Gagnant si DC gagne parce que ça cimente sa legacy et il peut partir tranquille, et donc c'est pas mal, on a une icône si tu veux du sport chez eux. Et
gagnant si ça permet de mettre le pied à l'étrier à John Jones qui pendant longtemps, et c'est le reproche qu'on lui a fait, a hésité en fait à partir chez les lourds en fait. Voilà. Alors que ça fait très longtemps qu'on lui demandait. Moi je pense que c'est bien que DC ait gagné ce match finalement contre Stipe Miocic parce que ça va peut-être mettre en confiance enfin John Jones, parce que John Jones, étonnamment, il n'a jamais osé faire ce pas-là, en fait. Et c'est parce que DC veut, en fait, je pense, laver l'affront qui lui a été... Enfin, voulait laver l'affront d'avoir perdu contre Jones, qui s'est dit, je vais faire ce que Jones n'a jamais osé faire, c'est-à-dire partir chez les lourds, défier le champion des lourds. Il a gagné en plus, donc... Et d'ailleurs, même DC, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il est extrêmement honnête, et avant le combat contre Miocic, il avait dit « Je serai toujours derrière John Jones, il y a toujours cette ombre qui pèsera sur moi. » Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la trilogie serait intéressante, mais néanmoins, cette victoire de DC fout un sacré bordel chez les poids lourds, parce que là, on va quand même avoir tout le build-up pour le combat contre Brock Lesnar, donc Brock Lesnar qui est bien sûr qui est retourné à la WWE, donc là qui revient spécialement, donc qui est pas du tout classé, plus la suspension à l'USADA. Ensuite, on sait que DC va partir en mars, donc même si Daniel Cormier gagne tous ses combats, en mars, on aura un mec qui aura la ceinture et qui sera obligé d'abandonner finalement son titre, en ayant fait 2 combats contre John Jones et Brock Lesnar, donc 2 gars qui ne sont même pas classés, qui ne sont même pas des poids lourds actuels, actifs dans l'UFC. Écoute, je pense que ça va foutre la merde, mais si tu veux, maintenant l'UFC, on est habitué à ça parce que c'est passé plus ou moins la même chose, tu vois, en lightweight avec JSP. Je pense qu'on trouvera, ils feront une pirouette, tu vois, ils feront un titre vacant et un combat pour le titre vacant, tu vois. Mettons qu'ils fassent par exemple Stipe dans l'entretemps, c'est-à-dire qu'en entre-temps que DC combat Cormier, combat John Jones, ils font Stipe contre Curtis Blade, par exemple. Et je sais pas moi, Derek Lewis Volkov, tu vois, mettons. Voilà. Et du coup, entre-temps, ça fait deux mecs, 2 challengers, les vainqueurs de ces 2 combats-là. Et une fois que DC relâche sa ceinture, tu fais combattre les 2 challengers et comme ça, t'as celui qui chopera le titre vacant, quoi. Enfin, voilà. Donc là, c'est sous réserve donc que DC gagne et se fasse pas battre entre temps, parce que s'il perdait contre Brock Lesnar ou contre John Jones. D'ailleurs, donc toi, pour les prochains combats, tu verrais bien donc un Stipe Volkov moi j'aurais plus mis Stipe contre Blade. Et Volkov, je l'aurais plus vu contre Lewis, contre soit Lewis ou alors contre le vainqueur Ivanov JDS, quoi. Mais plus Lewis, parce que Lewis, c'est, si tu veux, en fait, le combat, il a gagné, mais lui-même le disait, c'est pas une performance qui lui assure le title shot. Et je pense qu'en fait, comme il est maintenant, Lewis doit être classé numéro 2 des contenders, tu vois. S'il prend Ngannou. Et celui qui est classé numéro 3, je crois que c'est Volkov, tu vois. Donc du coup, c'est un match-up qui fait sens, quoi. Après, c'est sûr que tu peux faire Stipe Volkov et évidemment Lewis Blade, c'est pareil, quoi. C'est interchangeable, tu vois. Mais donc c'est plus comme ça que je voyais les choses, quoi. Enfin, et tu le vois revenir, Stipe après ce KO-là, je le vois bien revenir. Il s'est fait surprendre, quoi. Ça arrive. C'est ça. C'est chiant pour lui parce que je pense qu'il n'aura pas l'occasion d'avoir sa revanche contre DC. Sûrement d'accord. Et que maintenant, quoi qu'il arrive, c'est un peu le combattant modiste, Stipe Miocic, parce que c'est probablement le poids lourd le plus complet qu'il y ait eu, tu vois. Et peut-être on pourrait faire de l'argument que c'est le meilleur poids lourd de tous les temps. Honnêtement, quand tu regardes son résumé, il est impressionnant. Il parle pour lui-même, tu vois. Mais le problème, et ce qui fait qu'il sera jamais considéré comme Fedor, par exemple, c'est qu'il a des défaites, tu vois. Tu vois, contre Struve, et même si Daniel Cormier c'est un top du top, le problème c'est que c'est des défaites qui arrivent pendant son prime. Exactement. Et ça, ça c'est pas de bol, quoi. Et que c'était sa chance de briller un peu, de percer un peu le mur qu'il avait là vers le superstardom, parce que il restait quand même un peu en dehors de tout ça, de tout star system de l'UFC, et là tout l'UFC avait mis ça, le combat, organisé ça autour du super fight, de cette notion véritablement de super combat, en conclusion de l'International Fight Week. Donc vraisemblablement, si Stipe gagnait, là enfin les gens allaient se dire ok, c'est Stipe, mais voilà, le combat où finalement les gens l'auront le plus vu sur toute la planète, c'est là qu'ils perdent par KO. C'est un coup du sort.
Moi, ce que j'en pense, c'est que Stipe, ça n'a pas l'air d'être le mec trop atteint par les défaites. Non, clairement pas. Ouais, combat. Bon, après, peut-être qu'il a mis son meilleur jeu d'acteur, tu vois. Il était bon pour les Oscars derrière, mais moi, je pense que clairement, il l'a pas mal pris, tu vois. Et ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose comme nous a fait Francis pour son prochain combat. Moi, j'aurais plutôt crainte pour le prochain adversaire de Stipe, tu vois. Et donc oui, nous avons vu ce qu'il y allait avoir finalement, on a parlé brièvement de ce qu'on pouvait avoir pour le futur pour DC et notre cher Stipe Miocic, et pour Francis alors, parce qu'on disait là, ce serait bien finalement qu'il y ait un adversaire qui le remette un peu sur les rails. Derrick Lewis, ça devait déjà être ce type de combattant-là, parce qu'au niveau de ses forces et de ses faiblesses, Lewis ne présentait pas de quoi gêner énormément Francis. Francis a perdu, on a dit, plus contre lui-même que contre Lewis. Donc là, toi, tu le verrais bien contre qui, Ngannou? Moi, avant même de penser à un adversaire, je pense qu'il faut vraiment qu'il repense son entraînement parce qu'il y a sûrement un problème, tu vois. Ouais. Mais là, il s'était posé pourtant. Il s'était vraiment posé. Il avait trouvé son gym à Vegas. Il était plus à l'UFC Performance Institute. Il avait plus ses côtés, tu sais, aller-retour MMA Factory, Las Vegas, UFC Performance Institute. Enfin, tu sais, espèce de flou un peu entre guillemets entre ces différents camps d'entraînement. Là, il s'était vraiment, en fait, Fernand Lopez qui venait à la fin pour chapeauter un peu, apporter les dernières touches, et Francis qui était basé à Vegas. Et donc ça, et même Dana White l'a dit, pour lui, en fait, là, Francis était vraiment bien entraîné, il était dans les bonnes dispositions finalement. Donc, du coup, non, mais je sais pas, peut-être qu'il faut quelqu'un, peut-être un coach qui lui convienne mieux mentalement. Tu sais, parfois c'est juste une question de relation coach élève, parce que le problème d'Ngannou, c'est qu'il est monté tellement vite, je pense, tellement vite au top, que ça doit être difficile pour lui, en fait, d'écouter les conseils des gens, tu vois. Oui. Et moi, ce que j'observe en fait dans son combat, c'est que les conseils que donnait son corner n'étaient pas nécessairement mauvais, mais il les a pas écoutés. Oui. Il en a fait qu'à sa tête, si on peut dire, si on peut parler comme ça. Mais c'est un peu ça qui ressortait de sa performance. Donc en gros, je me dis en fait peut-être moins être dans cette espèce d'environnement genre l'UFC Institute avec tous les gens qui l'entourent et qui savent que c'est Francis Ngannou et qui le traitent comme tel et qui, à mon avis, doivent l'épargner, tu vois, sur les entraînements. Je pense que c'est un peu ça qui doit se passer, tu vois, comme c'est vraiment une star, tu vois, genre, ça doit être difficile pour lui d'être malmené un peu à l'entraînement, d'être poussé un peu, tu vois, dans ses retranchements. Moi, si j'avais un conseil à donner, mais encore une fois, je suis pas entraîneur et c'est très, très prétentieux de ma part de donner un conseil, mais ce serait pour un moment, déjà, d'abandonner l'idée d'un title shot prochain. Ouais. Faut qu'il fasse ce travail d'accepter ça, tu vois. Là, vu la performance qu'il a fait, c'est mort pendant au moins 2 ans, tu vois. Oui, franchement, je le dis avec toute la sympathie que j'ai pour Francis, mais c'est grave ce qui s'est passé pour lui. Ce combat, c'est une balle dans le pied, tu vois, pour lui, tu vois. Donc, pendant 2 ans, faut qu'il se dise plus de title shot, quoi. Et il faut que je remonte, il faut que j'enchaîne des victoires pour vraiment faire oublier cette contre-performance, tu vois. Et donc, pourquoi pas partir dans un autre gym où il y a plus de compétition, tu vois. Genre avec plus de mecs qui en veulent et plus de sparring qui vont le pousser, tu vois, parce que le problème en fait des poids lourds en général et il apparaît de Francis en particulier, c'est qu'en fait la plupart des poids lourds, comme ils sont très forts physiquement, mais en général quand tu les pousses un peu, quand tu les agresses un peu, quand tu les travailles un peu, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, ils perdent mentalement, ils se fragilisent, tu vois. Généralement c'est ça qui fait la différence entre les bons poids lourds et les excellents poids lourds, tu vois. Un mec comme Fedor ou même comme Stipe, tu vois, par exemple, c'est des gens qui, même s'ils se font cogner, même s'ils se font durement embaucher, ils sont capables de revenir, tu vois. Ils ont cette espèce de mentalité, tu vois, ça me fait rien, j'en ai rien à foutre, je continue, tu vois. Parce que Ngannou, là, c'est un peu ce qui est apparu, c'est j'abandonne, quoi. C'est genre, ça fait chier. Après, encore une fois, peut-être il était blessé, peut-être qu'il y a une justification à donner, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'on aperçoit de prime abord, c'est ça qui transparaissait. Donc moi, je dis, il faut qu'il se frotte à des durs, tu vois. Donc qu'il aille s'entraîner avec des mecs qui en veulent, tu vois, qui vont le bousculer, qui vont justement pas lui faire de cadeaux parce que c'est Francis Ngannou. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs où tu auras plein d'heavyweights qui vont se dire, putain, j'ai envie de me payer le scalp d'Ngannou, tu vois. Et c'est peut-être ça qu'il lui faut, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qu'il lui faut.
Donc avant même de penser à un adversaire, c'est ça. Après moi je reverrais mes attentions à la baisse. Si j'étais le promoteur d'Ngannou, je me disais il faut qu'on recrée la hype, tu vois, qu'ils remettent des KO, tu vois, parce que là on n'en est plus au stade où on se dit il faut qu'il apprenne, tu vois. Là c'est pas ça, là, il faut le revendre, tu vois, parce que là les gens n'achètent plus de billets sur lui, tu vois, avec ce qui vient de se passer. Donc en gros faire des combats contre des mecs comme je trouve par exemple, tu vois, des mecs comme je trouve voilà, sont facilement KO, tu vois. C'est la chance aussi de Francis, c'est d'être quand même dans une catégorie qui est extrêmement ouverte pour quelqu'un qui a son talent, dans le sens où 3 victoires et ça y est, il sera de retour dans la course au titre, au contraire d'une catégorie comme les lightweight ou les middleweight où il y a quand même un certain nombre de tueurs à gages. Là, la catégorie heavyweight, t'as quand même 3 noms qui sont vraiment au-dessus, et puis ensuite on a même vu par exemple Lewis, on sait très bien qu'il est assez limité pour être champion. Donc c'est vrai que Francis, contre un Stephen Struve, si il arrive avec la entre guillemets bonne attitude un peu plus entreprenante, normalement ça devrait bien se passer. Après on peut pas prévoir évidemment une performance comme celle qu'il y a eu samedi. Non. Mais c'est pour ça, moi je pense qu'en fait il est très important pour avoir un Ngannou en pleine forme en fait dans ses prochains combats. Il faut que lui-même reprenne confiance en lui. C'est évident, tu vois. Et donc ça il faut qu'il mette des KO, tu vois. Il a pas su rebondir de sa défaite. Ce serait suicidaire de le mettre contre des mecs, tu sais, de le mettre contre un Mark Hunt ou un truc comme ça. Je pense que ça l'enterrerait définitivement en fait, parce que évidemment il peut les battre, tu vois, c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est pas le bon match-up, pas le bon type de match-up. Aujourd'hui, il faut qu'il batte des gens, tu vois, il faut qu'il fasse des victoires, et après il va pouvoir après peut-être on pourra envisager de le mettre sur des challenges plus durs, tu vois. Que la confiance revienne. Ouais, il y a un vrai problème de confiance, il faut la reconstruire, quoi. Et puis bon, on va poursuivre avec les pronos flingués du trio de l'enfer. Michael Chiesa, Anthony Pettis. Eh bien, on avait vu Michael Chiesa l'emporter, on était tous d'accord là-dessus, et finalement Pettis, qui s'est réveillé, ça faisait depuis, grosso modo, depuis 2015 qu'il était extrêmement décevant. Et là, il est apparu en pleine forme. Il termine même notre cher Michael Chiesa par soumission. Chiesa qui avait en plus manqué la pesée, qui avait dit que c'était son dernier combat chez les lightweight. Voilà, Anthony Pettis de retour avec une victoire impressionnante et maîtrisée. Ça commençait très mal le combat pour lui, parce qu'en fait, Chiesa faisait vraiment ce qu'il fallait faire, savoir le pousser contre la cage et lui mettre la pression, en faisant par exemple des fausses tentatives de takedown pour remonter, faire des changements de niveau, tu vois, ou même gagner du temps avec des feintes, et déjà le pousser de plus en plus contre la cage. On sait que c'est les techniques qui marchent contre Pettis, et vraiment en début de combat c'est ce qui se passait. Néanmoins il y a eu un scramble à un moment, c'est-à-dire un échange de positions, je me souviens plus, c'est vers la fin du premier round, et Pettis a réussi à s'en sortir, à ne pas être alors que le sol c'est un peu la force de Chiesa, et à ce moment-là il y a eu une phase d'échange debout où Pettis a commencé à vraiment prendre sa confiance, tu vois, à prendre ses marques et à frapper notamment en low kick assez durement Chiesa. Et à partir de là, en fait, il s'est rendu compte, en fait, c'est vraiment notable, ça se voit dans le combat, qu'en fait, il était vraiment supérieur à Chiesa en fait en échange debout. Et il a pu dérouler son jeu. Et même quelque chose que j'ai trouvé très agréable à voir chez Pettis, parce que c'est vraiment son gros défaut, c'est qu'en début du deuxième round, il savait très bien gérer sa position dans l'octogone. Il n'était plus poussé contre la cage. Il faisait des pivots, il sortait, en fait, il restait au centre de l'octogone. Et ça a toujours été son énorme défaut à Pettis, c'est qu'il est très content de combattre dos à la cage. Et c'est pas bon pour lui, c'est ce qui lui a coûté la plupart de ses victoires. Donc, de ses défaites, pardon. Et donc du coup là c'est plutôt cool qu'il ait réussi en fait à réussir à répondre à cette question, gagner de la confiance et même terminer un mec qui est réputé pour être bon au sol en le soumettant. Enfin, du coup c'est une bonne chose pour Pettis. Ouais, d'ailleurs notre cher Chiesa qui moi par contre me déçoit légèrement, parce que c'est vrai que dans ses défaites, même la dernière qu'il y avait eu contre Kevin Lee, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a du répondant, on voit dans son body language qu'ensuite, voilà, il y a ce côté, comme tu disais, quelque part chez Francis, qui se recroqueville un peu sur lui-même, et que tu vois que finalement c'est plus qu'une question de temps avant que le mec perde le combat. Et là on l'a vu, il était hyper conquérant dans tout ce qui a été dans l'avant-combat, quand il disait tu vas signer au Bellator. Au début du combat, on avait vu il adopter la bonne attitude, et puis voilà, Pettis a montré debout, c'est moi le patron, et là on s'est dit oh là là, pour qui ça c'est terminé.
Et ça n'a pas manqué. C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un mec. Je sais pas s'il est fragile mentalement parce que je connais pas trop sa carrière, j'ai pas trop regardé tous ses combats. Mais ce qui est étonnant, c'est que je pense qu'il y a une sorte d'empressement. En fait, lui, c'est plus la peur de perdre au niveau des rounds. Alors, ça sent clairement que quand il est plus vraiment en contrôle du round, quand ça commence à être un peu partagé, tu vois, bah, il va s'empresser à faire des trucs un peu cons, tu vois, genre essayer de te mettre au sol pour essayer de te soumettre ou quelque chose comme ça. Il y a une espèce d'empressement de se dire bah merde, tu vois, il m'a touché 3-4 fois aux yeux des juges. Alors c'est pas faux parce que c'est vrai que les juges sont particulièrement cons parfois et ils vont juste compter, tu vois, ils vont avoir tu sais, c'est un truc qui m'énerve trop, mais les juges ils vont avoir les stats, tu vois, les fight metric stats, ils vont voir ah bah il a touché 15 strikes de plus que l'autre, il doit gagner, tu vois, parce qu'ils sont foutus de regarder le combat, tu vois. Et donc je comprends qu'il y ait ça et cette appréhension là, mais du coup en fait c'est contre-productif parce qu'il fait pas preuve de sang-froid, tu vois. Et là c'est typiquement ce qui s'est passé contre Anthony Pettis. Dès qu'Anthony Pettis a commencé à revenir dans la course, bah il a commencé à tu vois, essayer d'envoyer un peu des swings, tu vois, c'était même plus vraiment propre pour tout de suite resserrer au niveau du clinch. Mais il n'y avait plus cette méthode qu'il avait au début du combat. Au début du combat où il faisait des feintes, il changeait les niveaux, il poussait en fait méthodiquement et consciencieusement Pettis vers la cage. Là c'était juste dans le deuxième round, c'était juste il était frénétique, enfin il essayait frénétiquement de rattraper en fait l'écart de points, quoi. Et c'est ce qui conduit à faire des erreurs et c'est ce qui l'a conduit à faire une erreur contre Pettis. Et d'ailleurs Pettis qui n'a pas été champion pour rien, et là, il l'a prouvé ce soir-là parce qu'il a eu juste besoin d'une ouverture et il a enfermé sa soumission. Et propre. Et donc Michael Chiesa qui s'entraîne avec Francis Ngannou. On avait oublié le combat où là on poursuit notre zéro pointé au niveau des pronostics, puisque c'était le Paul Felder Mike Perry. Donc on avait tous donné Paul Felder par victoire. Rust et moi on était partis sur une décision Polydomso KO de Mike Perry, mais à notre décharge, notre cher Paul Felder a été courageux, s'incline par décision partagée et s'est quand même cassé la main pendant le combat. Donc bon, ce qui est quand même emmerdant quand on combat en MMA, on est d'accord. Et mais en tout cas, ça fait plaisir par contre pour Mike Perry parce que c'est vrai, il restait sur 2 défaites de suite. Là, il s'entraîne avec Jackson Wink, donc le fameux gym. Et là, voilà, il revient du côté des victoires avec un combat, somme toute, maîtrisé. Et puis, un gros takedown pour quand même bien poinçonner cette victoire. Il y a toujours ce côté, parfois, de balancer son plan par la fenêtre et d'envoyer des swings, tu vois, pour essayer de décapiter son adversaire. Et je pense que ce sera toujours le problème pour l'entraîneur d'un mec comme Perry d'arriver à canaliser cette espèce de violence. Alors, parfois, il y a des entraîneurs qui sont très doués pour vraiment diriger cet instinct de leurs combattants vers un game plan intelligent. Je pense notamment à Rafael Cordero qui gère bien ce type de personnage, on va dire, ce type de combattant, et qui arrive en fait à transformer cette agression frénétique en une espèce d'agression calculée. Et dans le meilleur des cas, il arrive à te produire un Rafael dos Anjos, genre un mec qui arrive en fait méthodiquement, mais qui, pareil, au début de sa carrière, avait tendance à balancer des gros parpaings de l'espace sans trop de précaution et de défense. Et il a réussi à en faire un des meilleurs ring cutters et un des meilleurs pressure fighters du game, tu vois. Donc, s'il y avait un combattant, et on espère que Greg Jackson arrive à faire ça, à canaliser en fait cette espèce d'instinct primaire, tu vois, de Mike Perry, ça pourrait être un très très bon combattant. Il a aussi démontré toutefois dans ce combat qu'il était capable d'une certaine finesse technique. Moi, je pense notamment aux phases d'échange en clinch où il n'avait pas à rougir face à Perry. Pourtant, Perry, c'est une de ses spécialités. Il y a eu beaucoup de coups d'échanger à ce niveau-là. C'est un beau combat. Franchement, c'était partagé. Moi, je l'ai donné à Perry, mais ça m'aurait pas choqué. Dans l'autre sens, c'est pas notre pronostic le plus honteux, quoi. Enfin, on va dire, ça, carrément. Après, j'attends de voir ce qui va se passer pour Perry. À voir pour la suite en tout cas. Et puis pour ouvrir la main card, et puis on va finir là-dessus, donc le Khalil Rountree Jr. qui affrontait Gokhan Saki qui a perdu après 96 secondes par KO. Deuxième défaite, il a désormais un bilan de 1 victoire pour 2 défaites en MMA. Il avait remporté ses débuts brillamment il y a 1 an avec une victoire par KO. Là, c'est vraiment un gros step back pour lui finalement. Et puis Rountree, qu'on apprécie quand même chez la sœur, qui là, on l'attendait plutôt en fait du côté de la lutte,
pour mettre en difficulté Saki, qui est ancien champion de la heavyweight du Glory, légende du kickboxing. Et bah finalement non, sur une directe du gauche, KO, et puis ensuite ground and pound pour finir tout ça. Alors ouais, c'est très étonnant. Alors Khalil Rountree a quand même montré qu'il était particulièrement rapide. Moi j'ai été très étonné par sa vitesse de main, notamment au début du combat quand il faisait des contres. Il contrait en combinaison, ce qui est une très bonne chose. C'est ce que je disais, contre un combattant comme Saki, c'est impossible de penser au coup par coup, parce que il y a un tel niveau d'écart en fait de technicité que le mec va te contrer mais sévèrement. Donc en fait Rountree avait très bien compris ça et ne contrait qu'en combinaison, c'est-à-dire il contrait pas en un, tu vois. Et mine de rien, comme il était suffisamment athlétique, je pense qu'il a gêné vraiment Saki, qui n'était pas contrairement à son combat contre c'était Enrique Oliveira. Oui, Luis Enrique, où il était très à l'aise. On sentait qu'il y avait vraiment une maîtrise parce qu'il sentait en fait les coups venir et tout. Là, il n'était pas du tout à l'aise. Il n'a pas réussi du tout à installer sa distance. Il n'osait pas vraiment rentrer. Ses kicks même étaient assez lents. J'étais très surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette préparation, mais il était plus lent que d'habitude. Après, il s'était blessé au genou, il revenait d'une blessure au genou, donc peut-être que ça a joué aussi. Peut-être. Du coup, après, les combattants, ils sont toujours plus ou moins blessés, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, il y a peut-être mille et une raisons qui expliquent ça. Il était particulièrement lent, et l'erreur qu'il a faite, c'est vraiment une erreur, pour le coup, de débutant, mais c'est un peu sévère de dire ça, mais c'est vrai, c'est de changer sa garde, en fait, en restant face à l'adversaire. Et c'est exactement comme ça qu'il s'est fait choper. Il l'a fait 2 fois. La deuxième fois, il s'est fait contrer, quoi. Donc, ça note une bonne ouverture, en fait, de la part de Khalil Rountree, qui a bien su observer l'erreur, en fait, et tout de suite y apporter une réponse. Dessus. Et donc, c'est triste pour Saki. C'est d'autant plus triste pour lui parce qu'il n'y a vraiment pas eu de lutte. C'est vraiment un combat de kickboxing dans une cage de MMA. Donc, c'est un peu triste, mais ça confirme une tradition qu'ont la plupart des kickboxeurs qui passent en MMA, de se faire allumer par un combattant de MMA debout, tu vois. C'est un truc, Mirko Crocop contre Gonzaga, Joe Schilling contre Isaki Kato, enfin, c'est un truc, c'est classique, quoi. Ça arrive souvent, à chaque fois t'as un kickboxer qui est de top niveau, et il se fait allumer debout. Je pense que c'est pas une question de dire que le kickboxing est inférieur au MMA ou un truc comme ça, c'est pas ça. Je pense qu'il y a juste, c'est un rythme différent quand même, le kickboxing et les le gants MMA. aussi, et tu changes. Tu l'abordes pas de la même manière. Et même si Rountree n'a pas fait de feinte de takedown, ou n'a pas du tout élaboré un jeu de takedown, en fait, la position même de Saki, il avait une garde qui était très large, par exemple, pendant ce combat-là, c'est pas la même qu'il a en kickboxing, et peut-être que, tu vois, ça l'a décontenancé, il est pas habitué vraiment, donc bon, c'est un peu dommage, et j'espère qu'il va revenir, que ça va pas trop le dégoûter, tu vois, de cette fait mettre KO, mais bon, ça arrive, quoi, Dans tous les cas, le président de l'UFC, Dana White, a dit qu'il allait accorder une 3e chance finalement, un 3e combat à Gokhan Saki. On espère qu'il reviendra. On reviendra cette semaine avec Russ pour la suite de l'UFC 226, tout ce qui s'est passé. Oui, on a fait un 0 pointé en pronostic sur cette UFC 226, mais il y a eu beaucoup de choses que l'on ne pouvait pas prévoir, entre la blessure de Paul Felder, l'upset véritablement de Khalil Rountree, le non-combat, la non-performance de Francis Ngannou, et puis finalement un DC qui a surpris son monde. C'était une sale soirée pour les experts de MMA, entre guillemets, les pronostiqueurs et les parieurs en général, puisque c'est vrai qu'à Las Vegas ensuite, il y a eu énormément de questions là-dessus, où par exemple Derek Lewis s'est même excusé d'avoir fait perdre beaucoup d'argent à tous les parieurs, parce que même lui s'attendait pas à gagner. Donc voilà. Je pense que franchement, pour le coup, parce que avant de donner les pronostics, j'avais quand même fait un petit tour d'horizon de où en était la cote des paris, et pour pas dire totalement n'importe quoi quand même. On était plutôt du bon côté, c'est-à-dire ce qu'on disait, c'était à peu près la tendance majoritaire des gens en fait. Et personne n'a prévu ça. Après, encore une fois, c'est un sport qui est très, je vais dire aléatoire, non, mais qui fait intervenir tellement de facteurs que c'est difficile en fait d'avoir une vraie idée. En fait, nous, on réfléchit vraiment sur le papier, et sur le papier, les avantages, les pronostics qu'on a donnés, ça correspondait en fait à des avantages matériels tangibles sur le papier, c'est-à-dire. Encore une fois, on peut se planter, tu vois, et puis de toute façon, on fait nos pronostics avant chaque événement, donc vous pouvez regarder ce qui s'est passé avant.
grosso modo, on a quand même raison dans la grande majorité des cas, sauf dans les soirées apocalyptiques comme celle que nous avons vécue hier soir. Mon cher Polydomso, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Deezer, iTunes, Podcast Addict, et puis bien sûr YouTube, puisque vous verrez notre petite tête. N'hésitez pas à commenter, lâcher les pouces bleus, vous abonner, enfin bref, faites ce que vous souhaitez, mais en tout cas, merci du soutien. À la prochaine. Salut. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Ese preparo para esto. Yo nací para esto.